Bonsoir, soyez les bienvenus à votre magazine de divertissement qui est bien sûr Célébrité, qui reçoit un habitué de cette émission. Il respire la mode dans ses pores. Lui, c'est Hippolyte Diayoka qui a bien sûr voulu répondre à notre invitation. Bonsoir et bienvenue dans Célébrité. Bonsoir Mano. Alors, toujours en forme, c'est quoi le secret de cette forme? De quelle forme parle-t-on? Ma forme physique, morale, je ne sais pas. Physique. Physique, bah écoutez, un peu de sport de temps en temps, ça fait du bien. N'est-ce pas? Combien de séances comme ça? Pas trop de séances, hein. Je ne suis pas professionnel sportif, mais en même temps pour s'entretenir quand même, un tout petit peu de sport, quoi. Éliminer un peu le stress, et puis il faut transpirer. C'est intéressant. Alors, Hippolyte Diayoka, quel rapport entretiens-tu avec ton poste téléviseur? Waouh! Mon poste téléviseur, en général, c'est le journal, hein. Et puis, de temps en temps, quelques émissions pour se divertir, oui. Bien sûr. Donc, en note, Hippolyte Diayoka aime suivre à la télé? Oui, quand même, ça fait partie de mes divertissements quand même. Oui, tout à fait. Il aime suivre? Bah, je suis célébrité, c'est normal. Je suis célébrité et puis beaucoup d'émissions sociopolitiques, ainsi de suite. Les émissions surtout économiques, hein, parce que bon, je suis dans un domaine économique, il faut que j'ai quand même une certaine maîtrise et suivre les choses. Mais ils sont de journal économique, ouais. Qu'est-ce que tu n'aimes pas suivre à la télé? Qu'est-ce que je n'aime pas suivre à la télé? Les incohérences des animateurs télé qui disent des choses qui ne sont pas vérifiables, par exemple. Ça non, je ne regarde pas. Alors, tu as suivi la télé ces dernières semaines. Qu'as-tu retenu? Oh non, plein de choses pas bien. Je n'en parlerai pas. Alors, Hippolyte Diayoka, créateur de mode, quel a été le parcours de HD Hippolyte Diayoka pour devenir ce qu'il est aujourd'hui? Formation, mode, et après installation, et puis j'avance, je suis là. Ça fait quand même un moment que je suis là, donc je pense que ça c'est la même chose, quoi. Formation et installation, c'est tout, hein. Alors, de personnel navigant à l'ancienne compagnie Air Afrique, aérienne Air Afrique, mannequin à un moment. Alors, qu'est-ce qui t'a emmené à faire ce métier de styliste? Je suis venu dans la mode par amour. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses que je ne dis pas, mais moi j'ai eu une fiancée qui était styliste, hein. C'est vrai qu'elle a eu une grande influence sur le choix de mon métier d'une certaine manière. Voilà, je crois qu'elle m'a un tout petit peu influencé également, même si j'avais quelques prédispositions à faire ce métier. Je pense qu'elle m'a influencé. Qu'aurais-tu fait si tu n'étais pas devenu créateur de mode? Oh là là, je ne sais pas. Bon, c'est vrai qu'en même temps, moi, je suis capable de changer carrément de métier très facilement. Je pourrais me retrouver restaurateur un jour, on ne sait jamais, ou je ne sais quel autre professionnel. Mais aujourd'hui, je suis styliste et je pense que je suis styliste. Je ne pense plus ce que j'aurais pu faire si je ne faisais pas ça, quoi. Alors, peut-on dire que ce métier nourrit son homme? Ben, je crois que tous les métiers nourrissent leur homme, hein. Il n'y a pas de ce métier. Je l'ai déjà entendu 1000 fois. Il n'y a que des sortes de gens. Voilà. Tous les métiers nourrissent ceux qui le font bien. Maintenant, il y a des particularités dans chaque métier. Il faut avoir une maîtrise, n'est-ce pas, des maillons d'un métier pour arriver à en vivre. Voilà. Il faut une certaine maîtrise. Donc ça demande beaucoup d'organisation, mais oui, pourquoi pas. Il y a des grands stylistes, vous les connaissez dans le monde, qui sont à des chiffres extraordinaires, oui. Alors, il faut dire que tu séjournais en Côte d'Ivoire, un pays où ce métier est plus avancé que dans ton pays, le Congo-Brazzaville. Alors, qu'est-ce qui a motivé ton retour ici à Brazzaville? Bon, moi, je suis déjà rentré à Brazzaville en tant que personnel navigant d'Air Afrique, hein. Je suis rentré à Brazzaville, j'étais basé ici. La dernière année d'Air Afrique, j'étais basé à Brazzaville. Donc, je ne suis pas revenu ici pour la mode. Non, j'étais déjà revenu à Brazza en tant que personnel navigant d'Air Afrique. J'étais sur la base de Brazzaville toute une année. Alors, décider de t'installer et faire ce métier à Brazzaville, d'aucuns ont considéré cela comme un pari risqué. Bon, moi je ne suis pas le mec qui vit de Paris. Non, c'est une perte de temps. Mais j'avais voulu le faire au Congo. C'est tout. C'était pas un pari risqué?
Non, pas spécialement. J'avais choisi de le faire au Congo simplement parce que je voulais me rapprocher vraiment de mes parents. C'était ma première raison qui m'a fait revenir à Brazzaville. Je voulais me rapprocher de mes parents, c'est vrai. Même quand j'ai demandé l'habitation en Afrique, le pays sortait de la guerre, il y avait plein d'histoires. Puis je me disais, mais c'est pas possible, égoïste d'être loin des siens au moment où ils ont besoin de vous. Donc c'était la principale raison qui m'avait ramené à Brazzaville. Et quand je suis allé me former en tant que créateur, il était pour moi normal que je signe Congo, que je signe au départ de Brazzaville parce que je suis congolais. Il fallait que je signe ici d'abord, avant de signer à l'extérieur. C'est ce que j'ai fait. Lors de notre premier entretien, si je me rappelle en 2006, en t'écoutant, d'aucuns ont dit que c'était une pure folie que Hippolyte puisse s'installer à Brazzaville et exercer ce métier. Selon toi, est-ce qu'ils avaient raison ou Bah, je ne sais pas, est-ce que je peux leur donner raison et leur donner tort? Ils ont leur motivation. Mais moi, en m'installant à Brazzaville, j'ai aussi une lecture. Parce qu'en fait, ce que nous oublions, c'est qu'en fait, il y a le monde aujourd'hui, c'est un village planétaire. Rien ne m'empêche, moi, de travailler en dehors de Brazzaville. Rien ne m'empêche. Qu'est-ce qui t'assurait en sortait des crises politiques, sociopolitiques? Alors, est-ce que c'était pas un saut dans le vide? Oh non, mais on était déjà en 2006 quand même. C'était assez calme. C'était assez calme. Donc bon, franchement, je ne me suis pas posé de questions pourquoi j'ai choisi. Mais la seule raison que j'ai, c'était sentimental. Je voulais être avec les miens et je suis resté au Congo. Tout simplement. D'accord. Le mal du pays? Bah ouais. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai que j'ai eu des appels de... On m'a proposé beaucoup de grandes villes où la mode est très développée, mais pour des raisons stratégiques, je voulais travailler à mon compte, arriver à développer quand même une marque, et donc ça nécessitait nécessairement que je fasse des choix. J'ai choisi Brazzaville. C'est mon laboratoire, c'est comme ça que j'appelle Brazzaville. Alors, et si on te demandait le regard que tu portes sur la mode au Congo-Brazzaville? Le regard que je porte, bon, ça dépend de quel côté on se situe, parce que la en mode général, est très multidimensionnelle. Mais en général, nous sommes quand même à la ramasse. Ça n'avance pas. On est à la ramasse et c'est dommage. Voilà, on est à la ramasse. Alors, il y a un constat fait chez certains observateurs. HD, Hippolyte Diayoka, est souvent absent des différents concours et événements organisés ici et là au Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qui justifie cette absence? On dit que Hippolyte boude ce qu'on appelle, entre guillemets, les défilés de mode. Oui, moi, ces différents concours, on ne voit pas. Je ne sais pas. Je crois qu'on ne peut pas s'improviser dans un domaine et appeler un professionnel pour qu'il vienne être sous vos ordres. Voilà, c'est toute la réponse que je leur donne. Non. Donc tu ne boudes pas, ce n'est pas un caprice. Quelle idée? Je vais vous bouder, pourquoi? J'ai même pas leur temps. Je suis occupé. Je suis occupé. Je planifie. Chez moi, tout est planifié. Quand vous venez me voir 2 mois avant un événement, 3 mois avant un événement, vous me faites rire. Mes clients, des fois, arrivent 6 mois avant. Mes clients. Je confirme les rendez-vous des clients. 6 mois avant, vous arrivez 2 mois avant, vous voulez que je participe à un événement, mais les rendez-vous que j'ai, je fais comment? Comment je vis, moi? Comment la maison de couture tourne? C'est parce qu'il y a des clients qui viennent, qui payent. Alors, au moment où vous voulez que je vienne faire un événement, vous voulez que je vienne avec quoi? Avec des vêtements qui ne sont pas finis? Que je vienne comment? Mais il faut que je programme. Donc, les choses doivent être planifiées. Et ceux qui pensent que tu les boudes? Je ne leur réponds pas. C'est parce qu'eux, ils ne travaillent pas. S'ils travaillaient, ils auraient eu un programme, ils auraient planifié. Comme ils ne travaillent pas. Donc, ils peuvent appeler ceux qui veulent se distraire. D'autres ajouteront qu'il est capricieux. Non, je ne réponds pas à ce genre de personnages. Parce que je me dis, parce que je n'aime pas, vous savez, je grandis. Je n'aime pas insulter les gens. Je me dis, vous savez, quand vous allez au stade, je prends un exemple tout bête. Vous allez au stade, dans un stade, vous trouvez dans les gradés des gens assis qui sont venus se distraire. Vous trouvez des financiers qui ont mis de l'argent pour que cette équipe de football, qui sont assis. Vous trouvez des techniciens qui sont assis, qui regardent comment les joueurs sont en train de se débrouiller. Vous trouvez des gens qui courent derrière un ballon, qui sont des milliardaires, à courir derrière le ballon. Mais le dimanche, nous avons combien d'Ewawa qui courent derrière le ballon? Donc un Ewawa qui court derrière un ballon organise son truc en tournant Ewawa, il veut qu'un Samuel Eto'o vienne jouer avec lui.
Et Samuel Eto'o arrive. Tellement que ces gens ne l'intéressent pas. Il n'a aucun programme. Moi, je planifie mon travail. Donc, si vous voulez qu'on travaille ensemble, mettez les conditions. Je suis un professionnel. Vous voulez que nous travaillions ensemble, vous mettez les bases. Donc, pas d'improvisation. Mais bien entendu, je ne peux pas dans l'improvisation. Comment voulez-vous que 3 mois pour Hippolyte Diayoka ne suffit pas. Ce n'est pas... Aujourd'hui, même pour mes clients, ce n'est plus possible. Même pour mes clients. Attendez. Voilà, alors... Il faut prendre le temps de faire les choses. Vous imaginez, une collection prête à porter, on la travaille une année avant la mise en boutique. Une année avant. C'est du boulot là, pour faire tous ces vêtements, il y a du travail derrière. Mais il faut que tout soit planifié. Donc je ne peux pas mettre des plages blanches dans mes programmes en attendant des pseudo-organisations qui vont arriver. Quelle perte de temps. Non, je planifie ma vie, je me regarde, je dis, bon, il y a ça, il y a ça, ça à faire, j'ai des déplacements à l'étranger, j'ai ça, ça et ça. Donc d'une part, et d'autre part, en général, ces manifestations ont quel profil? Alors... Tout à l'heure, à la question de savoir le regard que tu portais sur la mode au Congo-Brazzaville, tu as dit qu'on est bas. Alors, qu'est-ce qui freine, selon toi, l'industrialisation de la mode au Congo-Brazzaville, voire en Afrique? Waouh, c'est une question extraordinaire celle-là. Non, mais en fait, c'est pas que ça freine. Rien ne freine. Je pense que nous sommes partis, nous sommes des jeunes États. Ce sont des métiers que nous ne connaissions pas à l'époque. Okay? C'est l'une des difficultés que moi j'ai rencontrées. C'est pour ça que les gens ne savent pas me lire. Pendant qu'ils pensent que moi j'ai les boudes, quand vous venez à la télé, vous me trouvez en train de courir. Je cours. Tu passes par ici, tu vois comment je travaille. Stressé. Je cours tout le temps. Je dors à des heures pas possibles. Je saute des repas à midi parce que je n'ai pas pu coordonner un rendez-vous, mais c'est pas possible. Je suis occupé. Donc nous sommes des jeunes États. Effectivement, les domaines comme les nôtres ne sont pas les domaines où nous avons beaucoup d'apanage. Un styliste, c'est un niveau, c'est une formation, n'est-ce pas? Ce qui veut dire qu'il faut qu'en amont, que les gens aient été formés, mais qu'ils viennent se présenter sur un marché qui a aussi des maillons qui favorisent l'installation et le développement. Mais moi, ici, j'ai trouvé un terrain. Il fallait débroussailler, tout faire. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Sans soutien des pouvoirs publics. Bien entendu. Bien entendu. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut le faire, ça. Nous sommes des nouveaux États. Ce sont des métiers qui vont venir. Il y a 10, 15, 20 ans, je suis sûr qu'on ne trouvait même pas d'esthéticiennes ici. Aujourd'hui, on a des esthéticiennes. Il y a des années, pour avoir... un bon neurologue, il fallait prendre l'avion. Maintenant, il y en a. Donc, ça fait partie de l'évolution. Si je comprends Hippolyte Diayoka, ce secteur devrait être soutenu par les pouvoirs publics ou les financiers? Bon, en même temps, je pense que les pouvoirs publics n'auront pas à prendre je dis, le mauvais côté. C'est un domaine très particulier. Je suis sûr que même beaucoup de gens du pouvoir public ne comprennent pas la mode. C'est un domaine très particulier. En fait, on ne peut pas parler d'un secteur qu'on ne maîtrise pas. N'est-ce pas? C'est un secteur qui, vous savez, tout le monde s'habille. Je ne connais aucun autre élément qui accompagne l'homme de la naissance à la mort. Dès que vous sortez devant votre mère, on vous pose un linge. Le jour de votre enterrement, on vous pose un linge. Donc nous sommes de bout en bout présents. Ce qui donne tout de suite l'importance du linge dans la vie des hommes. Ce qui donne tout de suite la vente, la distribution. Mais ça vient après. Il y a une formation. Donc les écoles de formation sont insuffisantes. Je ne parlerai pas de... Parce qu'en fait, finalement, si vous allez former des gens, après vous allez en faire quoi? Parce qu'il ne faut pas faire les choses pour suivre les autres. Non. Il faut avoir une certaine traçabilité dans ce que nous faisons. Il faut une planification. Voulez-vous avoir 50 stylistes? Qu'est-ce que vous allez en faire? Voulez-vous... Voilà. Donc c'est ça. Et tout le monde ne peut pas être styliste. Dans une maison de couture, on a besoin des gens, des mécaniciens piqueurs. On a besoin des gens à la coupe. On a besoin des gantiers. On a besoin des chapeliers. On a besoin des gens qui fabriqueront, bref, etc. Donc ce sont des secteurs qui sont très méconnus dans nos pays. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est soutenir ceux qui sont déjà disponibles. Déjà comprendre comment ça se passe.
Parce que les gens ne cherchent pas à me comprendre, ils passent leur vie à me juger, à dire, il se prend pour qui? Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que moi je suis ici pour faire le beau? Vous croyez que ma présence ici c'est quoi? C'est faire le beau? Mais non, je suis là pour faire mon travail. Et ce travail a une déontologie. Et ce travail a des règles, a des codes. Je dois les appliquer. Je n'ai pas à faire les choses n'importe comment. Hippolyte Diayoka travaille-t-il encore de façon artisanale? Mais bien sûr, la haute couture c'est de l'artisanat. Mais bien sûr. La haute couture c'est de l'artisanat. Moi je n'ai fait que ça. Et c'est ce que je fais. Ce que vous voyez là, c'est le prêt-à-porter. Ce sont les dérivés de l'artisanat. C'est l'artisanat qui est la mère de l'industrie. C'est parce que vous avez eu à un moment donné beaucoup de commandes, n'est-ce pas, que vous passez à l'industrialisation pour satisfaire cette demande. C'est pas... non, mais tout ça a une traçabilité. Donc c'est pour ça que je vous dis tantôt, pour les gens qui vont dire, mais il fait le beau, il se prend pour qui? C'est parce qu'eux, ils ne travaillent pas. Ce ne sont pas des professionnels, ils n'ont aucun profil dans ce qu'ils font. Ils font les choses comme ça pour se distraire, parce qu'il y a des budgets disponibles, ils font les choses. Non, moi je suis un professionnel. Budget ou pas budget, je suis styliste. J'ai posé mes valises à Brazza, j'ai toujours été styliste, je suis styliste. C'est mon boulot. Alors, que réponds-tu à ceux qui pensent que Hippolyte Diayoka devrait former les jeunes afin d'assurer la relève? Là encore aussi, ça fait partie des déformations. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils croient? Je vais vous dire, vous allez prendre, je vous donne un exemple, je ne veux pas... Ça fait mal quand on parle déjà de la relève? Non, ça ne me fait pas mal. Je trouve ça triste. Je trouve triste. Ils t'envoient déjà dans la tombe? Non, c'est pas moi qu'on envoie dans la tombe. Je les trouve incultes, les gens qui disent ça. Et je trouve ça triste. Parce que je pense qu'un homme doit être cultivé. Voilà. Et un homme doit être cultivé. Il faut pas dire des choses n'importe comment parce qu'on a le langage. Non, un homme doit être cultivé. Moi, je suis resté à Air Afrique. Vous voulez qu'un pilote apprenne à un enfant à devenir pilote? À quelle heure? Il est là pour être pilote. C'est un pilote. Donc, il a ses vols à assurer. C'est tout. Celui qui veut être pilote va à l'école. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que le chauffeur de Quaster va prendre un mec pour lui apprendre à conduire les Quaster? Il a le temps? Comment voulez-vous que j'ai le temps de gérer la maison de couture et de former les gens? Vous avez déjà vu un styliste qui forme les gens? Moi, je n'ai pas été formé par des stylistes. J'ai été à l'école. Il faut que les gens arrêtent. C'est le problème de l'Afrique. On ne forme pas. Les gens ne sont pas formés. Ils sont pressés pour se mettre sur le marché du travail avec des formations incomplètes et ça donne des catastrophes. Non, il faut être formé. Je suis créateur de mode. Mon travail, c'est de travailler à la maison de couture. Ceux qui m'ont formé n'ont pas de maison de couture. Ce sont des formateurs. Voilà, alors cela fait près de 10 ans que tu as créé ta marque. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de toutes ces années? Ben, je ne sais pas. C'est vous qui observez. Moi, je me contente d'être à mon poste, c'est tout. Je fais mon travail, c'est tout. C'est le minimum et c'est le maximum. Je fais mon travail. Le reste, je ne regarde pas. Parce que je ne joue pas un rôle ici. Je ne joue pas le rôle, ce n'est pas un tournage. Non. Je suis styliste et quand le client vient chez moi, le client a des desiderata, le client a un besoin, le client a besoin d'avoir son vêtement, etc. Donc je suis occupé à ça. Je ne regarde plus à qui je plais, à qui je ne plais pas. Je ne remarque même pas qu'il y a des gens à qui je ne plais pas. Ça ne m'intéresse même pas, je ne suis pas au courant. Je suis tellement occupé, je ne suis pas au courant. Je peux me taper moi une semaine sans voir mes parents, sans appeler certaines personnes que je veux voir parce que je n'ai pas le temps. Hyper occupé, Hippolyte Diayoka. Alors, en décembre dernier, tu as organisé un défilé, chose que tu refusais à faire, et tu as ouvert la boutique qui nous reçoit aujourd'hui, une boutique de prêt-à-porter. Alors, de ta marque HD, bien sûr. Pourquoi avoir attendu tout ce temps pour organiser un défilé et ouvrir ta boutique? Non. Et puis, je pense qu'on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. On ne peut pas démarrer tout en même temps. Quand j'ai ouvert la maison de couture, j'avais une collection prêt-à-porter qui avait très bien marché. Mais en tant que créateur de mode, j'ai arrêté. Parce que moi ici, c'est vrai que je gère la création, mais je dois aussi gérer les stratégies. Il y a le marketing. Il faut que je sache que le produit que je vais créer
va s'adresser à qui? Combien il va coûter? Quel est le produit que je vais utiliser? Donc, mais je ne fais pas les choses comme ça au hasard. Il y a une certaine programmation dans tout ce que je fais. Donc, bref, avoir en même temps à gérer la création et le prêt-à-porter au démarrage, j'avais trouvé que j'avais trop de choses à faire. J'allais sacrifier soit la création pour faire le prêt-à-porter. Je n'allais jamais devenir une marque, je serais une ligne de vêtements. Donc, j'ai choisi de rester dans le sur-mesure, la haute couture, pour bâtir ma notoriété, montrer ma capacité créatrice. Aujourd'hui, je n'ai plus à prouver aux gens que je suis styliste. Et le défilé? On a vu. Maintenant, le défilé, c'est prélude à la mise en boutique d'une collection. J'ai présenté cette collection. Si vous regardez la collection que j'ai, elle est fidèle à ce qui était présenté. Alors, organiser un tel défilé, c'est pas facile. Même si je crois que c'est François Mitterrand qui le disait, rien de tout ce qui est grand est facile. Bien sûr. Alors, les partenaires ont-ils suivi? Non, pas du tout. Ils n'ont pas suivi, mais en même temps, je sais, c'est normal. C'est culturel à un moment donné. Parce que vous avez des gens, vous savez, il y a des gens qui confondent. Quand ils payent ici, quand c'est à moi qui paye. Non, vous ne payez pas Jayoka. Vous payez le produit. Parce que nous sommes assis là. Ces carreaux-là, moi, je ne les ai pas créés, je ne les ai pas fabriqués. Même le vêtement que je crée, la feuille sur laquelle je dessine, ce n'est pas ma feuille, je l'ai acheté. Le crayon que j'utilise, moi, je l'achète. Donc, tu as organisé ce défilé avec tes propres fonds? À un moment donné, ouais. Mais et pourtant, on a vu pas mal... Oui, de faire valoir, mais bon, je n'aime pas parler de ça. C'est pas intéressant. Ça va s'éclabousser les gens, c'est pas la peine, non. Je ne parle pas des choses comme ça, c'est pas chic, ça manque de classe, c'est pas bon. Donc, les partenaires n'étaient pas au rendez-vous? Non, en fait, le problème ici, c'est que même le partenaire, celui qui est chargé du partenariat, quand il vient, il a une vision précambrienne. C'est quelqu'un qui considère que si il faut faire ceci, il voit ça comme s'il était chez lui dans sa maison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, ils ont des comportements extraordinaires. Ils sont capables de poser leur nom où il ne faut pas. D'après eux, il faut qu'on voit notre nom. Mais il faut qu'on voit votre nom au mieux. Il ne faut pas les mettre n'importe où, les noms. Bref, je ne peux pas rentrer là-dessus. Ils ont été formés, ils ont été certainement bien recrutés. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais toujours est-il qu'il y a un problème culturel, de bout en bout. C'est ce que je remarque. Nous avons un grand problème culturel. Vous voyez ce que je dis? C'est culturel. Les gens font des choses sans avoir l'esprit réel de ce qu'ils font. Parce que quand vous êtes partenaire, vous venez dans un événement pour apporter votre appui, pour que cet événement prenne de la hauteur. Pas pour venir économiser de l'argent. Si vous voulez économiser de l'argent, mais ne venez pas en partenariat. Restez chez vous si vous êtes suffisamment pauvre. Mais si vous venez en partenariat, vous devez tirer vers le haut pour une meilleure visibilité. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ils viennent pour économiser de l'argent. Donc à un moment donné, pour pas que je me retrouve dans quelque chose qui est très très mal organisé, j'étais obligé de tout financer pour ne pas que je passe pour un goujat. Alors, Hippolyte Jayoka était-il satisfait du déroulement, de la façon où... Oui, non, c'était bien. Je pense que quand je vois les éléments que j'avais au départ, le temps que j'ai eu pour mettre tout ça en place, je pense que c'était très très bien, je crois. Parce que connaissant des gens auraient pu annuler. Alors, Hippolyte Jayoka, créateur de mode hors pair, je l'ai dit à l'introduction, tu respires la mode dans tes pores. Alors, beaucoup pensent que tu es un créateur de mode très talentueux. Alors, dans la mode, tout est inspiration. Ce métier exige une créativité permanente. Alors, d'où puisses-tu ton inspiration? Bah écoute, moi je dis toujours, la mode est un métier. L'inspiration est une analyse. C'est une analyse. Vous voyez par exemple la robe que j'ai là, elle est vert jaune rouge, la robe vert jaune rouge de cette année, c'est un palmier. Mais je n'ai pas créé une robe qui n'a rien à voir. C'est une robe pour la sanga. J'ai regardé
qu'est-ce qui symboliserait la Sangha? J'ai pris le palmier. Pour ceux qui nous suivent à l'extérieur, la Sangha, c'est un des départements du Congo au nord. Où on a eu notre municipalisation de cette année. Donc la fête était dans la Sangha. Souvent ce que je fais, je fais un clin d'œil dans la région, pour la région, bref. Mais alors, créer une robe qui va symboliser un palmier à huile. Vous voyez? Je choisis mon thème. Et puis, qu'est-ce qui peut faire quelque chose de chic? Il ne faut pas être dans le minimalisme. Maintenant, j'applique les codes. Ça s'apprend à l'école. Je ne suis pas un illuminé qui arrive avec des histoires, machin. Non! Donc la créativité doit être permanente. La créativité, elle est soutenue par une connaissance scientifique. Voilà. Il ne faut pas venir en version illuminée. Non, ce n'est pas la mode, ça. Vous avez la créativité, elle est soutenue par une connaissance scientifique. Cette connaissance scientifique part de la maîtrise des tissus, donc ce que nous appelons les matières, dans leurs effets et les réactions des matières. Parce que ce que vous avez vu, le palmier que vous avez vu, les feuilles sont, c'est du tissu, ces feuilles-là. Les feuilles sont en tissu. Ce n'est pas des synthétiques. Non, c'est du tissu, de la soie. Comment je peux prendre la soie pour en fabriquer une feuille? Là intervient ma formation et mon côté manuel. Donc, en tant qu'artisan, je sais fabriquer ou transformer ce tissu-là en feuille. Je suis un artisan, j'ai pu le faire. Mais il y a une analyse, le tissu, le ceci, le cela, pour arriver à ça. Donc, bref, le styliste, je suis artiste parce que je dois créer. Mais je suis intellectuel parce que ce que je vais créer, il faut que ça rentre dans le thème dans lequel je vais poser mon vêtement. Ok? Après, je suis un technicien, n'est-ce pas? De la maîtrise sur les choix des matières et les couleurs. Mais pour terminer, il faut que je sois un artisan pour arriver à réaliser ce que j'ai dessiné. Alors, de toutes tes œuvres, quelle est celle dont tu es le plus fier? Je ne sais pas, finalement. Waouh, j'en ai dessiné des habits. J'ai réalisé beaucoup de vêtements. C'est vrai que quand je regarde, bon, on a les croquis encore, je regarde, je me dis, mon Dieu, c'est pas possible. J'ai créé des multitudes de pièces, des pièces mais extraordinaires, qui sont, mais il y en a même, j'ai pas de photos. D'ailleurs, je ne garde pas les photos en général. J'ai créé des choses, je ne sais pas. Je ne peux pas, c'est demander à un parent de choisir l'enfant qu'il préfère. Je crois que tout ce que j'ai créé me plaît. Parce que je ne peux pas le sortir. Donc, tu n'as pas de préféré? Je les aime tous au même niveau. J'ai la même émotion de voir, par exemple, une robe d'une mariée que j'ai fait. Je suis impressionné de revoir, par exemple, un vêtement en pagne qu'on a fait. J'avais fait ça, c'est pas possible. Laquelle de tes créations t'as éprouvé quand même? Il y a des créations où... Non, il y en a beaucoup, il y en a trop. J'ai livré une mariée de cette semaine, la semaine passée, son mari se Pointe-Noire, mais c'était un chef-d'œuvre. J'ai des clients, je les vois habillés, je dis c'est pas possible, c'est pas moi qui ai fait tout ça. Donc, je ne sais. Est-ce qu'il t'arrive aussi d'être très critique sur tes créations? Bien sûr. Il t'arrive de critiquer tes propres créations? Mais c'est ça un créateur. Mais je critique avant que le vêtement ne sorte. Ah d'accord. Voilà. Alors depuis un certain temps, les Brazzavillois ont pris l'habitude et le goût d'apprécier les tenues, disons, une tenue souvent exposée derrière la vitre. Une tenue à thème, comme tu l'as dit tout à l'heure. Alors, tous les mois d'août, quel est le message que tu essaies de faire passer à travers cette tenue que tu exposes? Non, mais en fait, bon, ça là... À chaque fois quand on passe devant ton atelier, les regards sont... Je vais vous dire, à un moment... Qu'est-ce qui nous sort ce mois d'août? Je vais te dire quelque chose. Un jour... J'étais un peu à la bourre. J'étais tellement chargé, je n'avais pas eu le temps de préparer ma tenue d'août. Et donc, des gens venaient. Il y a des gens qui s'arrêtaient. Plein de gens qui s'arrêtaient pour venir demander, mais pourquoi on ne nous met pas une robe vert, jaune, rouge? Et on n'aura pas cette année. Donc, en fait, je l'ai fait. C'est une façon pour moi de souhaiter aux gens bonne fête de l'indépendance. Et puis la mode, c'est quand même, il y a le côté du rêve, le côté qui fait rêver. Il y a des gens qui n'achèteront jamais, en fait. Tu nous offres un petit défilé, là? Voilà. C'était un petit défilé, c'était un clin d'œil, c'était un moment d'évasion.
Moi, j'ai reçu beaucoup de témoignages. Des gens qui sont à l'extérieur, qui m'envoient des messages. J'ai vu, je vais vous dire, la robe de Djambala. Il y a un vieux raffia. monsieur. C'était pas en raffia, c'était en... Il y avait une étole de léopard avec le rouge. Il y a un vieux Batéké qui était venu de Djambala. Vous venez me féliciter. J'ai trouvé ça extraordinaire. Le monsieur arrive et me dit... Et ces robes ne sont pas vendues. C'est la haute couture. C'est ça la magie de la haute couture. C'est ça la magie de la haute couture. C'est qu'à un moment donné, la haute couture, elle est inaccessible. Et que deviennent ces tenues? Ces tenues sont des pièces, tout simplement. Voilà. Ce sont des pièces. Un jour, ça sera dans un musée dans... Why not? Peut-être qu'un jour, je ferai un musée, Hippolyte Jayoka. Peut-être que ma progéniture y pensera. Je ne sais pas. Mais bon, je ne me projette pas trop de ce côté-là avec trop d'ego. C'est pas la peine. Je n'ai pas besoin de ça. Mais Ou tu organiseras des ventes aux enchères pour ces tenues? Je ne suis pas sûr d'être capable de vendre ces genres de vêtements. Je crois que je ne les vendrai jamais. Je pense que je ne les vendrai jamais parce que ça reste pour moi des pièces de collection. Ouais, la première robe vert, jaune, rouge, haute couture qu'on a vue, ce sont mes créations. On ne pouvait pas imaginer avoir une haute couture dans ces genres de couleurs, quoi. La tenue, mais vraiment couture. Donc, j'ai eu beaucoup de témoignages, surtout des gens à l'extérieur. Hein. Ceux qui savent ce que c'est que la mode me disent souvent, mais c'est incroyable. C'est des waouh. C'est des waouh. Mais en même temps, j'ai eu une collection raffia que j'ai faite en 2011 qui a eu un succès extraordinaire. J'ai vu mes vêtements parce que j'ai revu les photos d'une élection Miss France. J'ai fait, mais bon, mais quand j'ai revu les photos, je me suis dit non, c'était comme ça. Donc voilà, je fais mon boulot. Hein. Le reste, je ne gère pas. Alors, parlons vrai. Dans ton métier, que recherches-tu? La gloire, la richesse, la connaissance, du talent ou autre chose? Je fais mon travail. Mon travail, c'est quoi? Habiller ceux qui ont besoin de vêtements. Point. Pas de gloire? Vous savez? Pas de richesse? Ce sont les autres qui cherchent la gloire. Est-ce que tu ne cherches pas aussi la reconnaissance? On a l'impression que... Mais what the fuck? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de la reconnaissance? Je crois que le client qui vient chez moi vient voir la reconnaissance. Quand un client vient chez moi, il cherche un résultat. La gloire, la reconnaissance, on la cherche à ses débuts. Une fois que la machine roule... Et la richesse? Laquelle richesse? Je connais aucun styliste qui connaît les prix de ses vêtements. Je n'en connais pas. Ah bon? Non. Mais je ne gère pas les finances, moi. Mais alors, le jour que je vais gérer l'argent sur les vêtements, dites-vous bien que le talent est parti. Attends, tu vas blanchir une nuit pour réussir un vêtement? Tu vas louper un rendez-vous pour réussir un vêtement? Tu vas t'absenter à des événements importants? Moi, j'ai eu à louper le mariage de mon frère parce que j'avais un contrat pour aller faire une collection prêt-à-porter. Le mariage de mon frère. Tu te rends compte? Quand les gens ils rigolent, mais non, quand vous travaillez, vous travaillez. Mais qu'est-ce qui se passe? Celui qui cherche la gloire, il passe son temps à se promener pour chercher la gloire. Mais une gloire aussi, elle vient avec des éléments. Je pense qu'aujourd'hui, je suis quand même quelqu'un qui peut dire qu'il est un tout petit peu connu. Donc, je n'ai pas forcé les gens à faire attention à moi. Je ne passe pas tous les jours à la télé. Je ne suis pas journaliste. N'est-ce pas? Donc, dire, et puis, le travail est l'un de nous des vices. L'ennui, le besoin, et quoi? Voilà. Alors... Donc, travailler pour de l'argent, forcément, non. Mais, évidemment, on immobilise de la ressource, ça rapporte de la ressource. Mais il n'est pas dit que c'est tous les jours qu'on gagne de l'argent. J'en perds aussi. Il arrive que j'ai un bilan négatif. Mais ce n'est pas pour ça que je vais passer hurler sur tout le monde. Non, non, non. Je ne suis pas comptable. Je suis créateur de mode. Je gère la ligne de vêtements, les créations, les coupes, les montages, les effets, les réactions. Terminé. Les histoires d'argent, je ne gère pas. Voilà, nous allons marquer une petite pause pour suivre ceci. Et on se retrouve juste après.
Voilà, je rappelle à tous ceux qui viennent de nous rejoindre que vous êtes bel et bien dans Célébrité. Et Célébrité reçoit pour votre bonheur et votre plaisir l'homme qu'on appelle Hippolyte Diayoka. Voilà, alors, Hippolyte Diayoka, que penses-tu pouvoir apporter de plus à la mode? Je ne peux pas être prétentieux pour croire que je vais apporter des choses à la mode. En fait, il y a des différents regards. Il y a des gens qui regardent la mode comme quelque chose d'extraordinaire. Évidemment, ceux qui sont en dehors de la mode. Nous qui sommes dans la mode c'est notre métier. Nous travaillons dans la mode. C'est comme moi, quand je vais voir des militaires avec leurs armes, je trouve que c'est extraordinaire. Le peur militaire, l'arme, c'est son compagnon de tous les jours, ça devient normal. Donc moi, pour moi, la mode, c'est normal. Je me lève le matin mode, je respire mode, je ne fais que ça. C'est tellement normal, c'est mon métier, je ne fais que ça. Donc c'est extraordinaire pour ceux qui sont en dehors de la mode. Donc je ne sais pas, je vais apporter quoi? Non, je fais mon travail. Quel serait pour toi l'idéal à atteindre? L'idéal à atteindre, là, je ne sais pas. Franchement, je ne fais que mon travail. Moi, mon travail, c'est d'être utile à quelque chose. C'est atteindre l'objectif que je me suis fixé à leur âge. Alors, penses-tu que les stylistes africains sont prêts de rivaliser de créativité avec ceux des pays occidentaux? Pourquoi pas? Bien sûr. La créativité n'est pas quelque chose qu'on va donner aux uns, pas aux autres. Non, la créativité est partout. Mais plutôt, ce qu'il faut dire, est-ce que nous serons capables d'occuper le marché comme certaines grandes marques? Là, je peux dire que ça va être compliqué parce qu'effectivement, il y a beaucoup de freins. Compliqué et difficile. C'est culturel en fait. La mode est très culturelle, hein, finalement. La mode est très très culturelle. Vous remarquerez des gens qui vont venir chez moi qui prouveront, vous coûtez trop cher par exemple. Ils vont dire, ah non mais c'est trop cher. Et à côté de ça, ils vont acheter 10 fois plus cher, quelque chose de moindre qualité, sous prétexte que c'est fait par. Donc il y a un problème culturel, tout simplement. Ou qu'on ne trouve pas notre cuisine gastronomique, pourquoi elle ne serait pas gastronomique? Parce que simplement, nous n'avons pas de techniciens cuisiniers qui ont ramené nos mets africains au niveau gastronomique, tout simplement. Donc, il y a un problème de complexe? Complexe, je ne sais pas, mais c'est culturel. Culturellement, nous, je pense qu'en général, les Africains vont se former pour se valoriser et non pour être à un poste. Parce que quand tu es à ton poste, tu vis ce que tu fais. Moi, je vis la mode. Je ne fais pas la mode pour plaire aux gens ou pour faire mon matu-vu. Non, je vis la mode. C'est mon métier. J'applique les règles et ça avance. C'est pas compliqué. Et dans tous les domaines, je pense que c'est comme ça que ça se passe. Alors, de plus en plus, on remarque des tenues faites à base du pagne. Et le pagne est très tendance actuellement. Alors, ces derniers temps. Alors, qu'est-ce qui lie Hippolyte Diayoka au pagne? Je vais vous dire une chose qui va vraiment vous surprendre. C'est quoi le pagne d'après vous? J'arrête pas de te vous voyez, c'est dingue. C'est quoi le pagne d'après toi? Le pagne, c'est quoi? J'ai posé une question. Mais moi, je te renvoie la question. Les gens ne portent pas le pagne. Les gens portent les wax. Là encore, ils ne sont pas cultivés une fois de plus à dire pagne. Non. Le pagne n'est pas en tissu. Le pagne est un modèle. C'est la manière de porter une étoffe qui donne le pagne. Il y a le pagne en raffia. Il y a le pagne en métrage de soie. Il y a le pagne en lin. C'est un modèle. Mais non, ce que vous appelez pagne ici, c'est le wax. Et donc les gens ne portent pas le pagne. Quand vous avez porté une robe qui est cousue en wax, vous n'avez pas porté le pagne, vous avez porté une robe. Tu comprends? Nous avons un sérieux problème culturel. Il faut que les gens se cultivent un peu plus, qu'ils lisent un peu, qu'ils s'informent. Il y a Internet. Que les gens s'informent, qu'ils se cultivent. Je vous donne un exemple pour appuyer ce que je dis. Quand vous allez en Inde, pour les Indiens, leur tenue d'apparat, c'est le sari. Mais la femme indienne qui est nantie ne porte pas le même sari que la femme indienne qui n'a pas assez de moyens. Il y en a qui vont porter le sari avec les tissus en soie, avec moi j'ai fait des saris ici, avec des hauts faits avec des dentelles très onéreuses, avec de la soie endrapée pour le sari. Mais ce n'est pas le même sari que va porter une personne qui a moins de moyens. Mais quand la femme indienne veut être en tenue d'apparat,
elles s'habillent en sari. Donc le sari est un modèle. C'est comme le pagne. Le pagne, c'est la façon de nouer l'étoffe qui est le pagne. Mais ce n'est pas la matière. Parce que nous sommes en train de perdre notre culture. C'est triste que les gens, parce qu'ils ont pris un wax, ils ont fait un chemisier en wax, ils disent que j'ai porté le pagne. Non, tu n'as pas porté un pagne. Tu as porté un chemisier en wax. C'est pas le pagne. Comment tu appelles les tissus fabriqués en Afrique de l'Est, par exemple? Les tissés? Les tissus. Il y a des tissés, ce sont des tissés en général. On les tisse, c'est des tissés artisanaux. Ils sont tissés. Mais alors, ce n'est pas des pagnes. Mais comment on le porte au village? En pagne. Porter le pagne, c'est nouer l'étoffe comme ça. C'est ça le pagne. Alors, qu'est-ce qui lie Hippolyte Diayoka au tissu africain? Je ne suis lié à aucun tissu. Je suis créateur de mode. J'utilise tous les tissus. Je fais mes choix par rapport à mon tracé, au profil que je veux donner aux vêtements que je suis en train de créer. Vous avez bien vu, j'ai fait des vêtements avec le raffia. Je touche tous les tissus. Ce n'est pas la peine que les gens essaient de se cacher. Le fameux wax dont nous sommes en train de prendre la paternité, il est fabriqué où? C'est fabriqué chez nous? En Hollande. Mais que les gens arrêtent de faire semblant d'appartenir à quelque chose qui ne les concerne même pas. C'est pas créé chez nous. Et aujourd'hui, c'est très tendance. Je ne pense pas. Les gens essayent... non. Donc demain, on ne verra pas Hippolyte Diayoka, des costumes Hippolyte Diayoka en wax comme tu le dis. Ce minimalisme, je ne me vois pas dans ce genre de conneries. Non, je suis styliste. Je ne peux pas dire que je vais me donner des limites dans ma création. Non, je suis créateur de mode. Le jour que je dis que je vais faire une création avec le wax, je prends le wax. Mais je ne veux pas avoir des limites qui sont posées par des non-professionnels. Il y a des gens qui vont vous dire: ah, vous n'êtes pas un styliste africain. Pourquoi être styliste africain, c'est quoi? C'est fabriquer des vêtements qui n'ont pas de tracé? Non. Alors, en regardant les tenues du créateur de mode Hippolyte Diayoka, rien ne transparaît. Alors, comment peut-on reconnaître une tenue Hippolyte Diayoka? C'est ça aussi le problème. Ma tenue est reconnue. Ceux qui connaissent qui je suis. Parce que vous avez des gens qui me consomment. Ils reconnaîtront mes vêtements. Ceux qui consomment reconnaîtront les vêtements. C'est tout. Il n'y a pas de signe extérieur? Je n'ai pas besoin de signe extérieur. J'ai dépassé ce stade où on doit forcer la main aux gens de vous remarquer. Non, je n'ai plus tout ça. Sur 1000 robes, tu reconnaîtras ta... Ceux qui me connaissent, quand ils voient mes vêtements, ils reconnaissent tout de suite: non, ça c'est lui. Point. Je n'ai pas besoin de parler. C'est quoi le plus difficile lorsqu'on est créateur de mode au Congo-Brazzaville? Waouh! C'est difficile pour moi de répondre à une telle question. Pourquoi? C'est difficile parce que je me suis entouré, n'est-ce pas, de toutes les stratégies possibles pour pouvoir exercer mon travail. Donc, je ne peux pas dire que c'est difficile de trouver quelque chose alors que moi je suis bien là en train d'exercer. N'est-ce pas? Alors, c'est difficile pour qui? Pour celui qui veut démarrer, pour celui qui est installé, pour celui qui a des visions dans ce secteur, etc. Parce que qui veut voyager maintenant à sa monture? On ne peut pas rentrer dans un domaine comme un petit aventurier sans savoir où est-ce qu'on va. Non. Il faut Comment réagis-tu lorsque tu entends des phrases du genre « les factures sont très salées chez Hippolyte Diayoka » ? Ça me fait rire. C'est encore culturel. Je te donne un exemple. Pour aller à Pointe-Noire, je suis dans les deux extrémités. Tu peux aller à Pointe-Noire à pied. À Pointe-Noire au Congo-Brazza, Brazzaville, Pointe-Noire, tu peux aller à pied. Tu feras peut-être 2 ans en chemin, mais tu arriveras et tu ne payeras pas d'avion. Tu peux louer un jet privé pour aller à Pointe-Noire. Maintenant, celui qui pense qu'il ne peut pas payer, il ne se plaint pas de mon prix. Il ne se plaint pas. Moi, en général, quand j'entends des gens qui se plaignent des prix, ce ne sont pas ceux qui ne peuvent pas payer qui se plaignent des prix, non. Ce sont des gens qui ne veulent pas payer. Pour des raisons qu'ils connaissent ceux-là, qui considèrent que s'ils payent, moi je vais m'enrichir, mais je pense que je suis déjà riche. Parce qu'avoir le talent que j'ai, c'est de l'argent. Vous croyez que les vêtements que je crée ici ne peuvent pas se vendre ailleurs? Je suis au Congo par choix, parce que j'aime ce pays. Sinon, moi, Diayoka, je m'installe même en Alaska, je suis styliste.
Je m'installe en Sibérie, je suis styliste. Je m'installe en Australie, je suis créateur de mode. Je peux m'asseoir partout dans le monde et faire mon métier, n'est-ce pas? Maintenant, vous ne pouvez pas. Dans la vie, il faut faire le choix. Je vous donne un autre exemple tout à fait banal. Vous prenez un hôtel 4 étoiles luxe, vous trouvez le même coca qui sort de la brasserie à 5 000 francs. Vous sortez en face, dans un petit coin, ça coûte 500 francs CFA. Celui qui a l'hôtel qui se plaint du prix a un problème culturel. Pourquoi tu veux que je leur réponde? Si vous trouvez que je coûte trop cher, vous avez un problème culturel. Donc je ne vous réponds pas. Hippolyte Diayoka, une entreprise. Parce que pour être Hippolyte Diayoka, ce n'est pas une blague. Hippolyte C'est un Diayoka. niveau, c'est une formation, c'est un investissement. Donc ça coûte de l'argent. Hippolyte Diayoka, une entreprise. Combien d'employés? Ah, j'ai beaucoup d'employés actuellement. Je n'en parlerai pas ici, je n'aime pas ça. Maximum? Non, ça concerne l'administration. Je suis ici en tant que styliste. Alors, est-il facile de faire des affaires au Congo, Brazzaville, en tant qu'homme d'affaires? Non, c'est pas évident parce que ça revient à la culture. Moi, je me dis, nous devons faire des efforts culturellement. Ouais, il nous manque beaucoup culturellement. Je dis bien culturellement. Je relève beaucoup de failles, mais que je mets parce que par exemple moi ou par exemple les gens qui se plaignent, ils se prennent pour qui, pourquoi on ne le voit pas, ainsi de suite, parce qu'ils ne sont pas cultivés, parce qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. S'ils savaient de quoi il s'agissait, ils n'auraient pas dit ça. Quand vous voulez venir chez moi que vous n'avez pas rendez-vous, vous voulez que je fasse quoi? Si je suis en rendez-vous avec un autre client, je fais quoi? Je vous fais attendre? Ça va faire quoi? Une salle d'attente où il y a pléthore? Qui je reçois avant qui? Donc voilà, tout ça c'est culturel, n'est-ce pas? Les affaires, tout ça c'est culturel. Moi je suis bien au Congo. On ne peut pas dire que ça ne marche pas. On ne pourra pas le dire. Ça pourrait aller mieux si j'étais dans un environnement un peu plus propice. Mais l'environnement n'est pas propice, tant pis pour ceux qui pensent qu'ils vont bloquer. Parce que je vais vous dire une chose. Le Congo pourrait gagner tellement par mois. Le Congo devrait remarquer qu'ils ont à gagner par leurs fils et filles. Si moi aujourd'hui je quitte le Congo, que je m'installe par exemple à Shanghai, qu'est-ce qui va se passer? Je payerai là-bas, je vais créer des emplois, il y aura tout ça. Donc le Congo gagnerait à soutenir ceux qui peuvent être des valeurs ajoutées. Et toutes ces personnes qui sont derrière n'auront plus d'emploi. Mais bien sûr. Regarde, je vais te donner un petit exemple. Voilà, nous allons vers la fin de notre entretien. Je vais te donner un petit exemple. Tous ceux qui me matraquent là, ils me matraquent. Hein. Ils vont m'insulter tout ce qu'ils disent. Ok. Mais quand on les insulte à l'étranger, quand on dit vous n'avez pas de styliste dans votre pays, qui est-ce qu'ils citent? C'est moi qui le cite. Pourquoi ils me citent? Tu vois ce que je veux dire? Alors quand vous me citez, il y en a même qui vont me citer en version « Oh, c'est un petit ceci ». C'est bon. Mais quand celui qui connaît la mode, quand il me voit travailler, il me donne ma valeur. Donc je me dis, en tout et pour tout, c'est la culture d'abord. Il faut être cultivé, avoir quelques informations de base dans le domaine des autres pour pouvoir l'apprécier. Celui qui a une culture gastronomique, il sait apprécier un restaurant, il sait apprécier un apéritif, il sait pourquoi on lui sert son fromage avec du pain froid. Il va comprendre, parce qu'il y a la culture. Celui qui sait, voyez, on va vous parler Pondu ya Mai Mai. Celui qui connaît la culture culinaire de chez nous, il sera apprécié ce Pondu ya Mai Mai. L'autre va penser que c'est un Pondu qui n'est pas bien fait. Voilà. Voilà, donc en fait, c'est la culture en toute chose. Il faudrait que le Congolais fasse un effort de prendre un peu de grade. Le savoir est un petit peu en hauteur, être un petit peu plus cultivé. Le savoir est une arme. Voilà, le savoir est une arme. Et puis être un peu curieux, essayer de se poser des questions intéressantes au lieu d'être dans la version bouderie. Parce qu'en fait, finalement, c'est qui boude l'autre? En fait, c'est eux qui me boudent. Parce que moi, je suis dans mon élément. Je fais mon métier. Voilà, Hippolyte Diayoka, nous sommes arrivés presque à la fin de notre entretien. Des projets à court et à long terme? Ben, pour moi, les projets font partie des stratégies. Donc, en général, je ne les dévoile jamais. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ben, on peut me souhaiter bon vent. Bon vent pour tout ce qui reste. Voilà, ça a été toujours un plaisir de te recevoir. Tu es tellement trop riche.
Le temps Merci, passe Manu. vite. Voilà, ça a été un plaisir de nous avoir accueillis chez toi. Voilà, merci à mes deux cadreurs, Chanel Kifouni et Arnaud Itoba. Merci au monteur Herman Marius Olakondi. Merci à tout le monde. Merci à tous les partenaires. Merci à Guy Roland Taroulia. Merci. Merci aussi à l'homme qu'on appelle Achille Ondende, Achille Service. Merci à toi. On se retrouve à la prochaine occasion, Inch'Allah. Salut.